Bonjour et bienvenue aux petites jasettes pédagogiques. Donc, un couple de choses, quand tu me racontes les signes que tu voyais, les petits drapeaux que tu voyais, beaucoup de ça, je me dis, ben oui, je vois ça dans ma salle au service, tu sais, au centre de la petite enfance. J'ai vu ça dans mes propres enfants qui n'ont pas un diagnostic. Donc, je trouve ça un peu difficile à naviguer parce que des fois, c'est comme, tu sais, moi aussi, mon petit a passé une période de temps où il était comme vraiment obsédé avec Pat Patrouille comme exemple. Et puis, c'est devenu, tu sais, tout ce qu'on parlait à tous les jours. Mais est-ce que ça veut dire que c'était un TSA? Non. Mais ça fait comme, on dirait, c'est quand ça sort des normes du développement. Parce que pour une certaine période de temps, ça fait partie des schémas du jeu, comme exemple de tout enligner tes autos ou de tu sais, faire des séries constamment. Mais je pense que, puis corrige-moi si j'ai tort, là, mais je pense que ça devient un drapeau rouge lorsqu'on sort de cette période de développement-là, puis que ça continue. Donc, l'obsession de continuer tu sais, aligner toutes tes choses, passer l'âge de comme 3 ans, 3 ans et demi, ça commence à être plus un drapeau rouge et moins quelque chose de naturel qui se passe dans le développement. Donc, est-ce Ouais. que tu as trouvé ça difficile de faire la différence en est-ce que c'est vraiment juste quelque chose qui se passe dans son développement ou est-ce que c'est un drapeau rouge? Oui, à certains moments. À certains moments, j'étais pas certaine parce qu'effectivement, il y a une période aussi au niveau du jeu où, oui, on sait que les enfants ils ont des obsessions. Puis ça veut pas nécessairement dire qu'il y a un trouble du spectre de l'autisme. On sait aussi qu'ils vont placer des choses, organiser, mettre en série, classifier. Donc, moi, je pense que ce qui était vraiment le drapeau rouge depuis le début, il y avait deux choses. Il y avait le contact visuel, puis il y avait le langage. Donc, ça, c'était deux drapeaux rouges, je pense, qu'on peut pas nier. Il y a d'autres comportements qui sont typiques du TSA, mais qui sont aussi comparables à des comportements neurotypiques pour des Mhm. enfants à un certain âge. Oui. Mais dès qu'on voit un retard de langage, ça, c'est un drapeau rouge. Ça ne veut pas Puis le- nécessairement dire un TSA, ça peut dire autre chose, mais dès qu'il y a un retard de langage, ça, c'est un gros drapeau rouge. Mhm. Puis le petit accent, tu disais l'accent à la française, est-ce que ça, c'était son trouble de langage qui se développait? C'était ça, le petit accent? Ou c'était une obsession avec, je sais pas, une émission de télé française qu'il regardait? Comme si c'est. Qu'est-ce qui a causé ce petit accent-là que tu as décrit tantôt? Ben, ça, c'est caractériel pour certains enfants qui ont un trouble du spectre de l'autisme. Des fois, ils vont OK. parler un petit peu à la française, ils vont avoir des mots recherchés, etc. OK. On peut encore percevoir, tu sais, comme quand il va nous parler, là. Puis, tu sais, il est entouré de franco-ontariens, là. Puis, c'est toujours un beau, beau français parlé. Maman, j'ai quelque chose à te dire. C'est toujours, c'est ça. Tu sais, il y a tout le OK. temps encore un petit accent, des fois, là. Des fois, il perd, des fois, il l'a, mais ouais. Ça, ça Puis a été ça, c'est une nouvelle pour moi. J'avais aucune idée qu'un petit accent comme ça ou que, tu sais, surprononcer ou ce genre de choses-là était un drapeau rouge ou un signe et symptôme. c'est, Intéressant. tantôt, on parlait du processus diagnostic. Ce qui n'est pas évident dans le processus diagnostic, là, il y a deux choses. Premièrement, il y a l'attente. OK, bon, finalement, mon fils a été mis sur une liste d'attente, mais c'était tellement long. Puis là, il commençait l'école, puis j'étais inquiète parce que là, je voulais vraiment qu'il y ait une évaluation. Euh, C'était trop long au public, donc j'ai réussi à avoir une place en privé, à la même place où ma fille avait été évaluée pour troubles d'apprentissage, TDAH, etc. J'ai parlé avec la psychologue, j'ai dit, serais-tu capable de voir Xavier? Puis ça a été un long processus aussi, là, son diagnostic. Là, il y a eu plusieurs rencontres pendant plusieurs semaines. Euh, Puis l'autre défi aussi qu'on a vécu par rapport au diagnostic, c'est qu'ils prennent la perspective de l'enseignante, puis ils prennent aussi la perspective du parent. Puis quand ils ont comparé les deux, ils se sont rendus compte qu'on ne voyait pas du tout la même chose. Donc, mon fils avait des comportements X à l'école qu'il n'y avait pas à la maison et vice-versa. Puis il y a des défis qui se présentaient ici, qui ne se présentaient pas à l'école. Parce que ben, c'était peut-être pas évalué, c'était peut-être pas vu, c'était pas vu dans le cadre d'une classe plus structurée.
Tu sais, dans un milieu familial où on est moins structuré, oui, il y a de la structure à l'école, oui, il y a des structures à la maison, il y a des routines, mais on est beaucoup plus relax à la maison. Il y a des choses qu'on voyait davantage. Donc, ça aussi, ça a été un défi. Je pense que il faut que chacun des professionnels qui travaillent avec les enfants devienne curieux et se questionne, lise quand ils entendent, puis qu'ils soient ouverts aux parents aussi. Si le parent vous dit, j'ai une inquiétude par rapport à ça, puis que toi, comme intervenant, comme enseignant ou éducateur, tu n'as pas ces connaissances-là, va les lire, va les chercher. Il y a tellement de bonnes ressources qui sont disponibles pour avoir, tu sais, des données probantes qui sont disponibles. On peut aller lire, on peut se renseigner. Il y a plein de professionnels qui existent dans le milieu scolaire ou dans le milieu éducatif qu'on peut consulter pour avoir une deuxième opinion. Notre rôle en tant qu'intervenant, c'est pas de diagnostiquer, mais c'est d'accompagner le parent, tu sais, vers Oui, les bonnes ressources parce qu'on sait que le processus diagnostique est long. Pour des parents qui sont chanceux, qui ont des assurances, on peut aller en privé, mais pour les autres, il faut attendre au public. Puis des fois, ça prend du temps, là. Tu sais, tu parles d'appuyer le parent, mais moi, je pense que c'est important aussi de mettre l'emphase sur le fait que, OK, on n'a pas de diagnostic, mais on peut quand même mettre en place des stratégies d'appui pour l'enfant. On sait que certains sons, certaines sensations le font réagir. On peut avoir des coquilles anti-bruit? On peut avoir des maniemaux? On peut avoir des couvertes lourdes pour les enfants pendant la sieste? oui, Qui ont des défis. Est-ce qu'on peut réévaluer nos façons d'intervenir, nos façons de faire avec chacun des enfants? Parce que si on attend après le diagnostic pour intervenir, on va attendre trop tard parce que un enfant, tu sais, c'est tout un processus, là. Le processus de diagnostic, c'est long en soi, mais il n'y a pas juste ça. Il y a tout le processus de deuil du parent. Donc, ça se peut qu'on approche le parent puis que le parent dise, ben non, moi, ça va bien, je vois rien. Ben, à partir du moment où le parent, il voit pas ou il veut pas voir parce que c'est difficile pour lui, parce qu'il y a tout un processus de deuil là, rattaché à ça. Ça fait peur. Ça fait peur à plusieurs parents de savoir que leur enfant a peut-être un TSA ou un autre diagnostic. Alors, absolument. euh, puis même le meilleur parent qui arrive proactif en disant, moi, je le sais que mon enfant a quelque chose, je suis en processus diagnostic. Regarde, Xavier, on a commencé, il était au préscolaire, il a eu son diagnostic en deuxième année. Mm. Fait que c'est long, là. Ça veut dire que si on n'avait rien fait à la petite enfance, puis qu'on avait attendu jusqu'en deuxième année pour intervenir, il y a probablement des choses qu'on n'aurait pas pu gérer avec lui ou qui auraient été pires. Donc, dès qu'on voit une lumière rouge, peu importe ce que c'est, là, que ce soit un TSA, que ce soit un retard moteur, que ce soit, peu importe ce que c'est, un retard du langage, un défi socio-affectif, il faut intervenir rapidement sans attendre le diagnostic. Puis même si le parent n'est pas on board, comme on dit, tu sais, qu'il n'est pas à la même place que nous au niveau de voir ce que nous, on voit, Oui, ben c'est pas de se mettre le parent à dos que de dire aux parents, OK, ben continuez vos observations à la maison, nous, on va continuer nos observations sur notre côté. Voici ce qu'on va mettre en place pour l'appuyer. Tu sais, si vous voulez qu'on en rejase, on est ouvert à ça, tu sais, d'ouvrir ce canal de communication-là avec les parents puis de mettre en place des stratégies parce que l'intervention précoce, là, oh, c'est tellement, tellement important. tellement important. L'âge de Puis, 6 ans, là, c'est super important. C'est pas que c'est inutile ce qu'on fait après 6 ans, mais plus on intervient tôt, c'est prouvé là, dans toutes les études scientifiques, plus on intervient tôt, mieux c'est pour l'enfant. absolument. Je pensais qu'il y a une couple de choses. Fait que, un, tu sais, tu dis, c'est important de dire quelque chose immédiatement, puis de dire, nous autres, on va faire des observations de notre côté, toi, continue à faire les siennes. Mais ça peut devenir une conversation courageuse. Dans le sens que si tu n'as pas une bonne relation, si tu n'es pas en train d'avoir des conversations régulièrement avec des parents, ça devient une conversation courageuse. Fait que je vais juste mettre l'emphase sur l'importance de créer des bonnes relations avec nos parents et avec les enfants. Parce que si j'ai une bonne relation avec toi, puis je vois quelque chose, je vais avoir aucun doute, aucune hésitation de te le communiquer. Tandis que si je dis jamais rien, je partage jamais mes observations, je fais pas de documentation pédagogique, j'ai pas une relation régulière où ce qu'on se jase, puis qu'on se partage ces choses-là, ça devient une conversation courageuse. Je vais probablement être, tu sais, il va probablement avoir plus de réticence de la part du parent. Moi, je vais être plus nerveuse dans ces conversations-là. Ça fait que, tu sais, relation numéro un. Oui, Numéro un. absolument raison. Puis, tu sais, il ne faut pas oublier que chacun des parents qui entrent au centre éducatif ou dans nos services à l'enfance arrive avec leur propre histoire, leur propre bagage. Un co-apprentissage avec les parents, de ne pas se mettre en mode expert, mais vraiment comme
Moi, j'ai observé des choses. Toi, qu'est-ce que tu as observé? Puis, si on ne voit pas la même chose, l'idée, c'est pas de rentrer notre idée dans la tête du parent que son enfant, il y a quelque chose, il faut qu'elle cherche un diagnostic, mais c'est vraiment de, tu sais, de respecter le parent où il est rendu et de savoir, bon, ben, OK, le parent, il n'est pas rendu là, je vais y en reparler peut-être dans quelques mois, voir où ce qu'il en est rendu. En attendant, moi, je vais continuer à mettre en place mes stratégies pour appuyer l'enfant, pour l'aider, pour m'assurer que, tu sais, il atteint les jalons de son développement à son rythme à lui, mais quand même, tu sais, qu'il progresse dans son développement. Oui, oui, absolument. Est-ce qu'il y a des ressources, des formations, des sports communautaires, des agences qui t'ont aidé dans ce processus-là? Et Donc, moi, tu as j'ai parlé sorti un peu d'un de- groupe de jeu, il y a ouais. d'autres choses. Moi, j'ai sorti un petit peu de la ville pour mon fils. On était à Ottawa, mais je suis allée avec la psychologue, une psychologue à Rockland. Parce que, bon, elle avait plus de dispo, puis je la connaissais à cause de Laurence. Puis Laurence aussi, je l'avais choisie, elle, parce qu'elle était plus accessible. J'avais moins besoin d'attendre longtemps. Sa liste d'attente était moins longue. Puis elle, de là, elle a eu une subvention pour des groupes de jeux, puis ces groupes de jeux-là sont à Castleman. Mais tu sais, ça, c'est un exemple de ressources. Euh, puis je sais que les jasettes pédagogiques sont regardées partout au Canada, pas juste en Ontario, pas juste à Ottawa. Alors, Ouais, moi, je ne savais même pas. Ça fait ah, moi, je te non. le dis, c'est regardé un peu partout, hein, ça circule sur le web. Alors, je ne veux pas vous parler de juste des ressources que moi j'ai trouvées parce que je veux juste vous dire qu'il faut continuer d'être curieux, faire des recherches dans notre région, qu'est-ce qui existe, poser des questions aux intervenants qui suivent vos enfants, tu sais, qui suivent les enfants. Puis quand on est éducateur, ben s'il y a des, tu sais, à Ottawa, on a les services d'inclusion pour jeunes enfants qui sont vraiment bons, mais dans d'autres régions, il y a d'autres sortes de services. Donc, c'est de rester curieux, de fouiller, de chercher qu'est-ce qui existe pour être connaissant un peu de ce qui existe comme service, mais pour outiller les parents aussi, quand on est éducateur, de pouvoir outiller les parents, outiller les enfants, de fouiller, puis de chercher, puis de ne pas hésiter à poser des questions pour trouver les bonnes ressources. Puis c'est de l'essai-erreur, hein, parce que des fois, on essaie des choses, ça ne fonctionne pas, on essaie d'autres choses, tu sais. Il ne faut pas se Oui, décourager. super. Oui. Puis, même comme personnel éducateur, je veux dire, moi, j'ai gradué en 2008. Les choses ont changé. C'est plus les mêmes termes qu'on utilise, c'est plus les mêmes approches qu'on utilise. Tu sais, on parle beaucoup du terme neurodivergent. Tu sais, à un point, on avait changé que c'était pas l'enfant autiste, mais c'était l'enfant atteint du syndrome. Tu sais, mais là, on retourne à non, ça fait partie de lui. L'enfant est autiste. Ça Quand fait moi, que, tu j'ai sais, commencé, ce que j'allais dire, vas-y, non, quand toi, quand tu moi, j'ai changes. commencé dans le domaine, on parlait des troubles envahissants du développement. C'était comme un parapluie, puis là, tu avais le syndrome d'Asperger, tu avais le syndrome de Rett, là. Exact. Fait que les L'autisme, c'était comme choses changent et les évoluent. choses Faut évoluent, puis rester. faut vraiment toujours rester à jour dans les données scientifiques, là, puis pas de là à en faire des recherches, mais au moins d'être au courant de la nouvelle terminologie, pour être respectueux, tu sais, de la terminologie. C'est pas un enfant, c'est pas un autiste, c'est un enfant qui présente un trouble du spectre de l'autisme. Tu sais, faut faire attention à comment on identifie les gens, puis la terminologie qu'on utilise, surtout quand on est des professionnels. Tu sais, on va pas dire, ah, ton enfant, il y a un problème. On va dire, j'ai observé quelques petits défis chez ton enfant, j'aimerais ça qu'on en jase, tu sais, comme. On a même enlevé le mot trouble. C'est même plus. C'est trouble du spectre de l'autisme. Puis le mot trouble a été complètement enlevé. Puis dans ma conversation avec Stéphane, il disait, parce que j'ai dit, moi, j'ai été comme corrigé, là, c'est un enfant atteint et non l'enfant autiste. Puis comme non, on retourne presque à ça parce que les gens qui ont, qui sont autistes disent non, ça fait partie de moi, je veux pas qu'on me dise que je suis atteinte de quelque chose, ça fait partie de moi. Ça fait qu'ils reprennent le pouvoir en disant non, je suis autiste. Ça Ouais. fait que Il y a j'ai trouvé différentes cette écoles de pensée hein, par rapport ces à ça. différentes écoles de pensée. Ça fait que dans ma conversation avec lui, j'ai dit, ça fait qu'est-ce qu'on dit? Il dit la meilleure chose de faire, c'est de demander à la personne comment est-ce que toi tu t'identifies? C'est ça. Est-ce que Ouais. toi tu préfères qu'on on te présente comme quelqu'un atteint ou est-ce que tu te vois vraiment comme I own it, puis moi je suis autiste? Tu sais? Ça fait qu'il dit, moi je préfère qu'on me dise, c'est Stéphane est autiste. Ouais. Tu sais, ça Ouais, fait, puis
Faut rester à l'affût dans ces choses-là. Faut rester informé. C'est la raison de cette jasette. Moi, je suis aussi curieuse que n'importe qui d'autre. Puis moi, je ne connaissais pas les nouveaux termes et je ne savais pas tous les changements qui se passaient. Ça fait que Et ça, c'est. c'est nouveau au niveau du trouble parce que, en tout cas, tu enlèveras ça au montage, là, parce que Oui, c'est, oui. ouais, on enlèvera le bout des terminologies, mais moi, mon fils, il a eu un diagnostic de trouble du spectre de l'autisme. Fait que le trouble est encore là. Puis c'était l'année passée. Fait que c'est nouveau, ça, d'abord. Ouais, c'est ça que Stéphane me dit là. Il dit on voit plus ça comme un trouble, on voit ça comme vraiment un spectre. Puis il a parlé des niveaux 1, 2, 3, 4. Puis il y avait une population d'école de pensée que comme non, I want to own it. Je Ouais. veux qu'on arrête de dire que je suis atteinte de quelque chose, puis plutôt ça fait partie de moi. Et je vais te raconter une petite anecdote, là, que j'ai trouvée tellement cute. À un moment donné, mon fils, il voulait inviter des amis à la maison. Puis, parce que c'était tellement nouveau pour lui d'avoir des amis à la maison, tu sais, on a accueilli ça à bras ouverts, là. On était vraiment contents qu'il puisse avoir des amis à la maison. Puis, les enfants étaient assis au comptoir. Puis, un de ses amis qui dit, Madame, c'est-tu vrai que Xavier, il est autiste? Fait que, fait que là, ça me disait, Xavier en avait parlé à l'école, il avait eu son diagnostic. J'ai dit, oui, c'est vrai que Xavier a un trouble du spectre de l'autisme. Il dit, moi, j'ai un TDAH. Un autre petit gars au comptoir dit, moi, je fais de l'anxiété. Puis quand ça arrive, j'ai dit, ben voilà. J'ai dit, on a toute notre unicité, on a toute notre petite particularité à nous. Oui, oui. Ah, trop cute. J'adore. Donc, allons maintenant dans comment est-ce que nous, le personnel éducateur, on peut créer un environnement favorable à l'épanouissement de chaque enfant, tout en créant, tu sais, un environnement accueillant pour la neurodivergence aussi. Ouais. Ça commence par l'éducation. Il faut s'éduquer, il faut s'informer, il faut travailler fort sur nos perceptions, sur nos croyances, sur nos façons de voir les choses. Parce que si on ne fait pas ça, on ne sera pas capable d'être ouvert à l'autre, on ne sera pas capable de mettre en place des stratégies, on ne sera pas capable d'interpréter correctement les comportements des enfants. On va peut-être les voir comme des caprices, comme des problèmes, alors que ça fait partie justement là, des défis de l'enfant. Donc, moi, je vous dirais que la première étape, c'est vraiment s'éduquer, s'informer, s'assurer qu'on a de l'information à jour, euh, de s'engager dans une pratique réflexive pour voir c'est quoi mes approches, c'est quoi qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien, c'est quoi les ressources que je dois mettre en place pour m'aider. C'est vraiment là, le développement professionnel qui est la clé à ça. Avant même de se rendre à mettre en place quelque chose, il faut réfléchir à nous, comment je vois ça, comment j'interprète ça. Tu sais, dépendant de notre éducation, nos croyances, des fois, on ne voit pas le trouble du spectre de l'autisme comme quelque chose d'important à, à discuter. Tu sais, on voit ça peut-être comme des problèmes, puis c'est la faute des parents. Donc, tu sais, ça dépend où on en est dans notre discussion. C'est pour ça, je pense qu'il faut vraiment se mettre à jour dans nos connaissances, pas hésiter à suivre des formations, à consulter des professionnels qui connaissent bien ça pour qu'on puisse après ça regarder l'enfant, voir ses besoins à lui. Mhm. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut voir au-delà du diagnostic ou du possible diagnostic. Il faut juste regarder l'enfant puis d'identifier c'est quoi ses besoins à lui. Puis qu'est-ce que je peux faire? Puis ça aussi, c'est important, je le dis souvent à mes étudiants. Quand on met en place des stratégies inclusives, c'est pas dans le but de rendre l'enfant normal ou neurotypique ou comme les autres. On veut qu'il progresse selon son rythme à lui, dans son cheminement à lui. Alors, si sa prochaine étape, c'est ça, même si c'est 3 ans en arrière sur le restant du groupe, c'est pas important. C'est juste d'adapter nos stratégies avec des enfants qui présentent un petit peu plus de défis que d'autres. Puis vraiment, là, d'adopter une approche inclusive. Inclusive, ça ne veut pas dire je fais quelque chose de spécial pour l'enfant qui a un diagnostic. C'est que comment est-ce que l'enfant qui a des défis peut participer pleinement au programme au même titre que les autres? Donc, vraiment repenser à notre environnement puis repenser à nos façons de faire. Je pense que c'est la meilleure façon de créer un environnement adapté pour les enfants. Puis pas juste les enfants qui ont un diagnostic, mais pour tous les enfants. Pour tous les enfants, absolument, absolument. En finissant avec
un message. Si tu avais un message à donner au personnel éducateur qui accueillit un enfant atteint, tu sais, qui... Oh non, on dit pas atteint. Je vais recommencer. Euh, Parce qu'on dit un enfant autiste dans ma question. Dis donc pour être safe, là. Avec un TSA? Ouais. Oui. OK. Donc, finissons avec un message. Un message que tu donnerais au personnel éducateur qui accueille un enfant avec un TSA dans leur centre, dans leur programme. Quel message est-ce que tu donnerais au personnel éducateur? Je pense que c'est un message que j'ai déjà dit dans une autre jasette pédagogique. Mais je te dirais, euh, excuse, on va recommencer parce qu'il y a un appel Teams qui est rentré, ça va faire bing, OK? OK. Fait que je recommence. Je pense que c'est un conseil que j'ai déjà donné dans une de mes jasettes pédagogiques avec toi, Mélanie, mais de voir l'enfant comme étant unique. Chaque enfant est unique, chaque enfant a son propre développement. Faut enlever toutes nos étiquettes de notre tête, puis de juste voir l'enfant pour qui il est, diagnostic ou pas. Ça, je pense que c'est le meilleur conseil. Puis si on a de la difficulté à faire ça, c'est la première chose qu'on devrait faire. Enlever l'étiquette pour vraiment prendre un peu de recul, voir l'enfant pour qui il est, puis ses besoins, et travailler sur ça pour que l'enfant se sente épanoui, qu'il puisse s'épanouir en fait, qu'il se sente accueilli dans son centre éducatif, puis qu'il puisse progresser à son rythme. Tellement un bon message. Tu sais, nos environnements, notre accueil, notre bienveillance, les relations qu'on va créer. Diagnostic, pas diagnostic, c'est le cœur de nos programmes, c'est le cœur de notre profession et de notre domaine. Tout à fait. Donc, tu sais, comme tellement un bon message parce que c'est vrai, il faut enlever ces étiquettes-là puis juste voir l'enfant comme un enfant unique. Tout le monde est diagnostic, pas diagnostic, on a tous nos différences d'accueillir nos différences telles qu'elles sont, c'est le meilleur cadeau qu'on peut faire aux enfants et aux familles. Donc, Et quelque chose que je dis souvent, c'est les étiquettes, c'est pour les boîtes de conserve, c'est pas pour les enfants. ah, j'adore. Ben, merci énormément d'avoir partagé ton cheminement, le cheminement d'Xavier et tout ce qui englobe ce processus-là qui peut être frustrant, c'est certain, mais quand on en connaît plus, on peut mieux faire. Ça fait qu'il faut continuer à avoir ces conversations-là. C'est important à se questionner, de parler de pratiques réflexives, tu sais, de réfléchir à comment est-ce que je peux agir avec bienveillance tout le temps, tout le temps. Donc, merci beaucoup, Julie. Et merci Mélanie, c'est toujours un plaisir de venir aux Jasettes pédagogiques, alors peut-être une prochaine fois pour une quatrième fois. Parfait. On t'attend avec impatience. Merci beaucoup.